Salut, c'est Josiane, bienvenue dans cette partie 2 de vidéo. Si vous venez juste de tomber par ici, allez voir la première partie, sinon vous n'allez rien comprendre à ce qui se passe. Je vous la mets en suggestion. Et pour ceux qui ont déjà regardé la première partie, quelques éléments de contexte en plus. Donc la dernière vidéo commençait à être un petit peu longue, c'est pour ça que j'ai dû la couper en deux, sinon et même c'était un calvaire à monter, donc voilà, je pense que c'est mieux ainsi. J'espère en tout cas que la première partie vous a intéressé. Cette vidéo sera potentiellement plus courte, il va simplement s'agir de vous montrer un petit peu comment s'est déroulé le salon, même si j'ai pas pu énormément filmer, mais ce sera ça, comment s'est passé le salon et surtout comment s'est passée la conférence. Alors, dans la première vidéo, je vous disais que niveau affluence, je m'inquiétais un petit peu de comment ça allait passer le vendredi. Donc, bonne nouvelle, l'organisatrice m'a permis de passer et vendredi et dimanche. Donc, j'ai fait 2 fois la conférence. Je ne sais pas encore laquelle est-ce que je vais vous mettre maintenant. Mais bon, voilà. Vous verrez. Et aussi, update très important que je vais vous mettre potentiellement ici. Je vous avais dit quoi? Ma soeur, elle s'est tout réparée. Donc, pour mon kakemono, ça a été OK et j'ai pu l'amener avec moi sur le salon. C'est tout pour moi. Je vous laisse avec la suite de la vidéo où j'installe mon stand le jour J, car finalement, ça n'a pas pu se faire la veille. Bon visionnage. Ciao. Allez, je vais bien passer. En combien de temps c'est là? Faut juste pas te mettre derrière moi. Non mais dis donc. Tu testes la table? Bah oui, au cas où je me dis, ah tiens, je lance. Je teste tout. Pour les invitations, en fait, ça se passe comment? Alors bonjour à toutes, merci beaucoup d'être là, j'espère que vous allez bien. Alors pour ma petite présentation, je m'appelle Josiane Olodbi, je suis bio-ingénieure en biotechnologie végétale de formation. Et donc comme vous le voyez, je suis une femme africaine, très fière de mes origines. Et comme beaucoup d'entre vous, je suis sûre, il fut un temps où en France, j'avais tout le mal du monde à me procurer des produits de beauté qui étaient réellement adaptés à mon type de cheveux crépus. Alors j'ai commencé à les faire moi-même. J'y ai pris goût, j'ai décidé d'en faire mon métier. En 2016, alors il y a déjà 5 ans, ça ne me rajeunit pas, mais j'ai eu l'opportunité de rentrer au Sénégal pour suivre mon stage de fin d'études en biotechnologie toujours. Et à la fin de cette expérience-là, j'étais vraiment enjouée, j'étais vraiment super motivée à mettre mes compétences à contribution sur le marché, dans l'industrie cosmétique sénégalaise ou alors dans l'industrie de la recherche scientifique de façon générale, tant que c'était en local sur le territoire sénégalais. Alors, ma motivation est vite redescendue quand je me suis confrontée à la réalité du marché qui était que il y avait en fait très peu de structures qui avaient les capacités de m'accueillir, moi, avec les compétences que j'avais à offrir, mais également avec les compétences de mes camarades avec qui j'avais fait le stage. Donc c'est un petit peu déçue que je suis rentrée en France et j'ai rencontré un marché qui avait commencé à quand même évoluer. C'est-à-dire que le marché était devenu de plus en plus force de proposition, disons, pour ceux qui étaient des produits de beauté, qui soignaient des cheveux comme le mien. Donc c'était très bien. Et je me suis dit, quitte à dépenser en soins de beauté, pourquoi ne pas me tourner vers les produits qui font vraiment intervenir mon continent d'origine, qui sont vraiment fabriqués en Afrique
et du coup qui contribue réellement à l'industrialisation de ce continent-là, mais également à créer des emplois techniques sur le territoire. De cette façon, peut-être que le phénomène que moi j'ai rencontré lors de ma recherche d'emploi, de ma phase de recherche d'emploi, ma traversée du chômage, de cette façon peut-être que ce phénomène pourrait être atténué. Donc je recherchais plus simplement des produits qui allaient respecter mon type de cheveux, je voulais également des produits qui respectent ma nature, mes origines et mettent à l'honneur ma culture, mes valeurs tout simplement. Ces produits-là, je ne les ai pas trouvés. Alors j'ai décidé de les créer. Donc Iwalewa, les produits que vous voyez là. La marque Iwalewa, c'est la marque de cosmétiques naturels spécifique pour les cheveux crépus, bouclés, frisés et entièrement fabriqués sur le continent africain. Donc actuellement, on a 3 produits. On n'a que 2 produits, n'importe quoi. Actuellement, on a plutôt 3 pays qui interviennent dans le processus de fabrication. Pour le moment, le Sénégal, pour les analyses de matières premières, le Burkina Faso, où on a une coopérative, donc où on se fournit en beurre de karité, également le Maroc, où toute la production, l'assemblage des ingrédients, le conditionnement se fait, donc la phase finale. Alors, on prône bien sûr la beauté éthique, je connais 100% Made in Africa, mais on prône également la beauté minimaliste. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le marché est devenu très force de proposition, à tel point que il fut un moment où c'était très difficile de trouver des produits de beauté qui étaient adaptés à notre type de cheveux. Et aujourd'hui, il y en a trop, ça peut créer des routines à rallonge. Donc chez Iwalewa, on n'a que 2 produits pour toute la routine capillaire. En 2021, on comprend qu'on n'a pas forcément tout le temps de s'appliquer le bain d'huile et ensuite le shampoing et l'après-shampoing, le leave-in, etc., etc., etc. Donc nous, on propose 2 produits pour tout faire, pour venir à bout de la sécheresse capillaire. Donc on a cette crème lavante-là qui va servir et de shampoing et d'après-shampoing. Donc il va laver sans mousser, donc pas du tout agressif pour le cheveu. On a ce soin, le soin Ayaba, c'est notre soin phare, c'est un soin tout en un qui s'utilise avec ou sans rinçage et qui vient à bout des cheveux, même des plus secs. On a une synergie dans la composition de la gamme, donc on va avoir du beurre de karité, de l'huile d'argan, des fleurs d'hibiscus, des feuilles de kinkeliba, également des huiles essentielles d'agrumes, d'ylang-ylang, tout ça pour apaiser l'essence, mais continuer sur la lutte de la sécheresse capillaire. Alors aujourd'hui, si la marque Iwalewa elle est sur le marché, tout se passe bien, ça n'a pas toujours été de tout repos. Alors est-ce que dans cette salle, il y a des personnes qui veulent lancer leur marque de cosmétiques? Bon courage. Ça va pas être facile. Ça n'a pas été facile de mon côté parce que, peut-être vous l'avez remarqué, mais quand j'ai voulu démarrer, je me suis confrontée à toutes les règles à suivre. D'un point de vue administratif, déjà quand on veut lancer son business, il y a tout un tas de démarches administratives à faire qui peuvent être un petit peu compliquées. Mais en plus, quand on veut lancer sa marque de cosmétiques, c'est encore plus spécifique parce que ce sont des produits que les gens vont quand même s'appliquer sur le cheveu, sur la peau, c'est assez délicat. Donc il y a tout un tas de normes qui encadrent cette industrie-là. Mais le fait qu'il y ait tellement d'informations à ingurgiter fait que je ne savais plus par quoi commencer, je ne savais plus non plus à qui m'adresser pour avoir les bonnes informations. Mais aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je pense que si j'avais su et que j'avais suivi 3 étapes fondamentales, ma phase de lancement aurait été beaucoup plus simple et moins coûteuse. Donc ces 3 étapes, je vais les partager ici avec vous. La première, c'est la consolidation de l'idée. La consolidation de l'idée, c'est aller voir les gens à qui on veut vendre le produit à la fin. S'assurer de quelles problématiques ils rencontrent réellement. En gros, c'est l'étude de marché qu'on peut souvent négliger, mais il faut penser dès le départ à la personne qui va acheter le produit à la fin, parce que c'est lui qui va l'acheter. Donc s'il décide de ne pas l'acheter, il n'achète pas. Donc cette phase de consolidation de l'idée, c'est l'étude de marché certes, mais c'est également la phase où on établit sa vision, où on va se dire ok, voilà ce que j'ai envie de créer comme structure et voilà quelles sont les valeurs que j'ai envie de transmettre aux personnes.
La seconde phase, c'est la phase de, maintenant qu'on sait à qui on veut vendre le produit, quel type de produit on veut vendre, quelle est la stratégie de création qu'on va mettre en place et quels partenaires on va aller chercher, quels sont les partenaires les plus pertinents. Donc là, ici, il va s'agir de comprendre déjà comment se fait la création d'un produit cosmétique. La première étape, c'est de le formuler. Donc au départ, on part d'un brief sur les effets voulus, sur les personnes cibles. Parce que c'est quand vous allez faire votre étude de marché que vous allez savoir qu'est-ce que les personnes veulent et comment est-ce que je vais fabriquer ce produit-là en fait. Donc si vous partez d'un brief de l'étude de marché sur les personnes cibles et que vous vous rendez compte que, ah oui, les gens en fait ils ont envie d'un rouge à lèvres qui est pétant, qui a une certaine composition naturelle mais qui tient toute la journée. Vous savez déjà quel produit vous voulez créer. Ensuite, en partant de là, vous allez créer la formule que vous voulez. Maintenant, pour créer la formule en fait c'est la recette d'un produit cosmétique. Quels ingrédients je vais mettre dans le produit et à quel pourcentage. Et la création de cette formule, elle peut se faire de différentes façons. Soit, par exemple, toi Bénédicte, tu formules tes produits toi-même. Un laboratoire peut formuler tes produits. Ou alors tu peux dire, allez voir un laboratoire, dire voilà, j'ai mes produits et j'ai juste envie que vous les affiniez par exemple. Moi, c'est ce que je fais avec mes partenaires. Donc, il y a plusieurs modes de collaboration qui sont possibles. Mais en tout cas, une fois que la formule est définie, on passe au test en laboratoire. Parce que quand on a mélangé des produits, il faut s'assurer que ce mélange de produits-là, tel qu'il est présenté, il ne va pas aller brûler la peau à quelqu'un, il ne va pas faire de mal, il ne va pas faire ci, il ne va pas faire ça. Il faut en apporter la preuve aux autorités. Donc ça veut dire que cette preuve-là, elle est apportée par plusieurs tests qui sont effectués en laboratoire. Donc, il y a plusieurs panels de tests selon les types de produits qu'on va avoir. Par exemple, pour les produits qui contiennent de l'eau, il y a un challenge test à faire de façon obligatoire. Un challenge test, c'est un test qui permet de vérifier que le produit, le conservateur qu'il y a dans le produit est efficace. En fait, c'est un test où on va mettre des microbes sciemment dans le produit et voir comment ils évoluent. Il y a aussi des tests d'irritation cutanée, il y a le test de stabilité qu'on fait souvent presque à coup sûr pour voir que le produit ne va pas déphaser avec le temps. Un test de compatibilité où on va voir, ok, on a vu que le produit était stable dans le temps, mais maintenant si on le met dans le packaging final, c'est-à-dire si on le met dans le pot comme ça, avec la matière du plastique, est-ce qu'il n'y aura pas de transfert? Et depuis quelques années, plusieurs années, il y a cette problématique-là de bisphénol A, parce que dans les produits cosmétiques, en fait, on retrouve parfois du bisphénol A, qui est un composé dont on ne veut plus, et qui provient du packaging, en fait. Donc, il faut faire des tests pour s'assurer que le packaging ne transfère rien dans le produit qui va venir être dangereux. Parce que parfois, on fait des produits comme ça, on se dit, ah, mais mon produit, il est sain, mais on ne se rend pas compte de toutes les possibilités de contamination qu'il y a après la création du produit. Ensuite, une fois qu'on a testé les produits en laboratoire, il faut maintenant qu'il y ait un toxicologue qui vienne valider. Un toxicologue, voilà, c'est quelqu'un qui travaille dans un cabinet de toxicologie. Donc, il va venir valider, qui va voir les résultats du test et qui va dire, ok, là, je sais que ces produits cosmétiques-là, ils sont sans danger, donc je peux autoriser la commercialisation en Union européenne. Et le dossier dans lequel on va voir l'approbation du toxicologue, il s'appelle le DIP, c'est le dossier information produit. Donc en Union européenne, il est obligatoire pour chaque produit cosmétique vendu d'avoir un dossier information produit qui est associé. Donc un produit cosmétique, un DIP, c'est pas une gamme, un DIP. Par exemple, moi j'ai deux produits, c'est pas deux produit, DIP, ouais, c'est ça, vraiment... deux DIP. Et dans le DIP, on va retrouver les résultats des tests qu'on a effectués, on va retrouver cette approbation du toxicologue-là, on va retrouver le rapport du toxicologue, il y a un rapport qu'il va rédiger lui-même, on va retrouver la façon dont on a fabriqué ces produits, parce que dans le mode de fabrication également, il faut que la structure dans laquelle on fabrique le produit respecte certaines normes. C'est la norme ISO 22716. Donc c'est une bonne pratique de fabrication. Il faut que le local soit aménagé d'une certaine façon. Il faut qu'il y ait des normes d'aération qui soient respectées. Il ne faut pas qu'il y ait de contamination possible entre différentes matières premières ou entre le produit et autre chose. Donc, tout ça, la façon dont le produit est fabriqué aussi, on le retrouve dans le dossier information produit. Une fois que le dossier information produit est constitué,
on l'a, on doit maintenant notifier sa formule sur le portail européen. Donc ça peut être fait par vous, ça peut être fait également par le toxicologue en charge de votre dossier. Ce sera juste des frais en plus. Et voilà, donc ça c'est le gros de la réglementation quand on veut créer son produit cosmétique. Du coup, ça c'était la deuxième phase. Je te laisse prendre des notes si tu veux. Tu me dis quand je peux passer. Je peux passer avec comment ça. Donc ça, c'était la deuxième partie, trouver ses partenaires, comment créer son produit. La troisième partie qui est cruciale, c'est la budgétisation. Pareil que l'étude de marché, elle est souvent négligée, peut-être moins par flemme, peut-être parce qu'on ne sait pas tout simplement comment il faut faire, mais c'est très 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 important en fait de savoir combien va nous coûter le projet, combien on est capable d'investir dans le projet et surtout combien est-ce que ça va nous rapporter. Parce qu'on n'est pas là non plus, voilà, c'est pas du bénévolat, c'est pas une association. Donc il faut absolument que l'investissement soit à la fin, soit profitable pour nous. Il n'est pas obligé que l'entreprise soit rentable dès la première année, mais au moins qu'on ait un visu sur quand est-ce qu'elle sera rentable et pendant le temps qu'il faut, comment est-ce que nous, on va s'organiser financièrement. Et si on en a besoin, quelle campagne de financement on va mettre en place pour arriver au bout des beaux projets qu'on a. Alors depuis que j'ai lancé Iwalewa, j'ai eu l'opportunité de rencontrer de très belles femmes qui me ressemblent un petit peu, qui sont pleines de rêves, qui sont très ambitieuses, qui ont également leur projet de cosmétique. Alors j'ai décidé depuis quelques mois maintenant de partager mon expérience sur ma chaîne YouTube, mon expérience et de création de marques de cosmétiques, mais également d'entrepreneuriat de façon générale, de posture d'entrepreneur, de confiance en soi, parce que c'est pas évident d'aller parler à certains partenaires quand on vient de démarrer, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Je partage tout ça sur ma chaîne YouTube pour des femmes ambitieuses, pleines de rêves. C'est ma façon à moi de contribuer un petit peu à les aider à réaliser tout ce qu'elles ont envie de réaliser. Donc si vous pensez être de ces femmes, je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube pour en savoir plus sur mes produits, sur ma marque Iwalewa. Mon stand est juste là, à gauche. Et sinon, en attendant, je suis bien sûr disponible dès maintenant pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est bien la conférence avant. La prochaine, c'est pas tout là. Tu présentes. Comme ça, peut-être. Tu veux que je les tienne? On va voir s'il n'y a pas des clients. Voilà. Je pense que merci. Dernier jour du salon. Je vous fais donc cette petite vidéo bilan. Alors ça s'est bien passé. J'ai pas pu vous filmer un petit peu toutes les journées parce que soit c'était très intense, soit c'était des moments creux où j'oubliais qu'en fait j'avais prévu de faire un vlog. Donc c'est assez compliqué les salons. Vous verrez quand vous lancerez ou alors vous avez peut-être déjà expérimenté. C'est des moments comme ça, c'est très intense à un moment, ensuite c'est creux, donc vous êtes fatigué, vous en profitez pour manger, pour vous reposer. Mais en tout cas, je pense que je vais pouvoir vous passer quelques petites vidéos de personnes qui ont bien voulu me filmer moi, des stories qui sont passées pour voir un petit peu comment ça a été. Et c'est vrai que j'ai pas filmé autant que j'aurais voulu. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira. Bilan du salon, j'ai rencontré de très belles personnes. Je suis vraiment contente. C'est, je pense, le meilleur salon que j'ai fait en termes de rencontres humaines. En
termes de sympathie avec les personnes. D'habitude, les salons que je fais, chacun est dans son coin. Et là, on a vraiment bien rigolé avec les filles. Il y a également, on a parlé de plein de possibilités de collaboration. Et ça, c'est très très bien. Et également, c'est un moyen, finalement, un autre moyen de rentabiliser les salons. Parce qu'il y a une autre chose. C'est s'il y avait un point à améliorer sur cette expérience-là, ce serait l'affluence qu'il y a eu. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de possibilités de rentabilité parce que parfois on ne le voit pas, on recherche la rentabilité immédiate, c'est-à-dire les personnes qui vont venir et qui vont acheter les produits, mais en vrai, il y a des moyens, par exemple, il y a eu pour moi des possibilités d'avoir des retours sur les produits, d'avoir des retours sur comment est-ce que les personnes géraient leur routine, donc comment est-ce que moi je pouvais mieux communiquer ou alors présenter mon offre. J'ai pu avoir des feedbacks sur des personnes qui avaient déjà testé les produits et qui étaient venues sur le stand, donc ça c'était super intéressant. Ou alors, comme je parlais tout à l'heure, des possibilités de collaboration, mais également des rencontres humaines tout simplement. Donc voilà, c'est vrai que la rentabilité, en tout cas moi je vous recommande, c'est quelque chose à valider avant de participer à un salon, c'est-à-dire valider combien de visiteurs il y aura, valider le lieu où ça va se passer pour voir un petit peu le passage et le type de clientèle qu'il y aura. Comme ça, vous saurez un petit peu si c'est quelque chose qui peut vous correspondre. Parce qu'il peut y avoir un très bon salon avec de l'affluence, mais c'est pas possible. Moi, je l'ai expérimenté par exemple à la foire de Paris. Donc peut-être que j'aurai l'occasion de faire une vidéo plus détaillée, une vidéo plus conseil sur comment participer au salon, quels sont les critères à valider, qu'est-ce qu'il faut voir, etc. etc. Donc je crois que j'ai plus rien à rajouter, je pense que je vais clôturer le vlog ici et je vois qu'il y a des personnes qui arrivent. Donc, je vais aussi me libérer, la caméra c'est pas franchement le truc qui attire les gens. Donc je vous remercie en tout cas d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao.